Plan Large, le podcast, est présenté par les ateliers de Juste devant la caméra. Plan Large. Plan Large, le podcast. OK, quand tu veux. Quand je veux? Ben oui. OK, je veux. Ben, moi tout. Parfait. Alors, hey, bienvenue à Plan Large, le podcast. Salut, PJ Dufort, comment tu vas? Hey, un petit peu nerveux aujourd'hui. C'est vrai? Oui, toi? Pourquoi? Ben, parce que c'est la première fois. C'est la première fois, c'est ton premier podcast avec nous. Baptême, c'est le premier. Baptême de podcast. Mais là, je sais que je suis en bonne main, t'es avec moi. Fait que ça va bien aller. Stop it! Tu sais comment ça va? Ça va bien, merci, ça va très bien. Je me suis changée de ce matin. Oui. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, on enregistre 2 podcasts par jour. Puis là, je me suis changée. Puis je trouve que ça paraît que je me suis changée. Je suis fière. Tu fais de bien. Oui, ben gars, je correspond au mobilier, mais une personne aussi qui correspond à notre mobilier. Aujourd'hui, on reçoit un réalisateur vraiment bon. En fait, pour moi, c'est vraiment le réalisateur de demain. J'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai rencontré. T'as fait une drôle de face. Christian Laurence! Le réalisateur de demain. Ben oui, mais pour vrai, je trouve que tu as une signature et une réalisation vraiment léchée et payante. Mon Dieu, je te remercie, Myriam. compliment. Dans la relève depuis 1999. Mais oui, attends, explique-nous. Comment tu as décidé de devenir réalisateur? Ah, mon Dieu. Comme dit la chanson, j'aurais voulu être un artiste et je suis très peu talentueux dans la plupart des disciplines artistiques, que ce soit les arts plastiques ou l'acting. Je suis un très mauvais acteur. Avoir su, je t'aurais demandé de faire un dessin. Écoute, oublie ça. Je pense que j'avais des rêves d'être acteur quand j'étais au secondaire. J'aimais beaucoup le théâtre, j'aimais beaucoup l'impro. Très piètre acteur. J'en ai fait là, au secondaire et tout, même au cégep un peu. J'ai même le lead dans la pièce de mon cégep et je pense pas que c'était très, très bon. Cela dit, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Et j'ai un frère aussi qui est musicien, mais en fait, drôlement, qui est réalisateur aussi, mais qui a une formation en musique. Et je pense que j'ai toujours voulu avoir du talent dans quelque chose d'artistique. Okay. Je me suis rendu compte que, si j'ai 15% de talent dans tout, tu mets tout ça ensemble, peut-être que je peux dire au monde quoi faire. Puis je vais peut-être être un artiste moi aussi d'une certaine façon. Fait que je suis à la fois un rassembleur, j'aime ça organiser des groupes parties avec du monde, des activités de groupe, les jeux de société, tout ça. Et à la fois, j'aime m'entourer d'artistes puis j'aime raconter des histoires. Fait que mets ça dans un sac, mélange ça, ça donne réalisateur, grosso modo. Good! À peu près. Je viens d'inventer ça, là, mais... en tout cas. Mais justement, tu t'inspires comment? Est-ce que tu t'inspires plus de ta vie personnelle, des films, je sais pas? Bonne question. Écoute, puis tu me poses la question dans le sens où je suis réalisateur, mais je suis aussi scénariste. Donc, c'est sûr que quand je raconte mes histoires ou en tout cas les idées que j'ai, oui, je m'inspire de ce que j'observe, des gens, de ce que je trouve drôle, ironique, de l'humanité. Je trouve qu'on en a besoin, de la bienveillance et de l'humanité. Je pense que j'ai envie d'en mettre à l'écran. Cela dit, dans ma carrière jusqu'à maintenant, je me suis beaucoup mis au service des histoires des autres. Je dis pas que je veux pas me mettre au service des autres histoires, mais je suis un bon, comment dire? Je suis un bon allié, je pense, dans la vie. J'aime ça me mettre au service d'autres choses, de plus grands, d'autres histoires. Puis, évidemment, en parallèle, je développe mes choses à moi, mais jusqu'à maintenant, j'ai laissé la vie faire, puis la vie m'a amené sur cette piste-là, puis ça me déçoit pas du tout, au contraire. Mm-hmm. Et puis, je dirais même que d'une certaine façon, ce qui définit ma carrière depuis là, ça fait, mon Dieu, 25 ans que je fais ce métier-là, quand même. C'est un nouveau, là. Je suis un nouveau. C'est pour ça que je suis le réalisateur de demain depuis 25 ans. Non, mais c'est parce que moi, je t'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est ça, là. Mais c'est la polyvalence, en fait, qui décrit mon parcours jusqu'à maintenant. J'ai fait plein de choses différentes parce que je m'intéresse à plein de choses différentes. Je ne suis pas ce qu'on appellerait un one-trick pony ou quelqu'un qui est monomaniaque puis qui a une seule histoire à raconter. Je sais pas, j'aime plein de choses. J'ai fait de la fiction, du documentaire, du jeunesse, de la comédie, du drame. J'ai adapté des romans. Oui, j'ai fait un long métrage, le journal d'Aurélie Laflamme en 2010. Tu as fait aussi, dans les téléséries, tu as fait La Dérape, tu as fait Cinquième rang. Oui. Puis tu as fait, c'est ça quand je dis, mettons, que tu as un côté très, très léché, mais tu as fait Haute démolition et Manuel de la vie sauvage, qui, pour moi, c'était comme des films. Ah, mon Dieu, mais merci. Pour moi aussi, je mais dirais. c'est ça, mais ça paraissait que c'était comme très léché, très réfléchi. Fait que c'est pour ça que je dis que t'es comme le réel de demain. Mais tu le traites de la même façon? Parce que si on prend ça, quand tu penses à une série, est-ce que tu le penses aussi
Un peu pour toi comme un film, tu viens de le dire. Ah, c'est une bonne question. Pour moi, pour moi, les distinctions entre le cinéma puis la télé et puis mes amis réalisateurs et réalisatrices pourraient certainement apporter de l'eau au moulin dans cette conversation-là. C'est vraiment une question de budget et donc de temps de tournage, essentiellement, de moyens Attention. qui se transposent en combien de temps j'ai pour tourner chaque affaire. Fait que forcément, là, les néophytes, je vais vous donner une information. Souvent, nous, on parle en termes de nombre de pages par jour. Fait qu'un OK. scénario, un scénario de film, c'est 90 pages. Un scénario de série télé qui habituellement est entre 42 et 45 minutes par épisode, ça va être entre 52 et 55 pages, mettons, un épisode d'une heure télé. On Ouais. appelle ça une heure, mais dans le fond, c'est 42 minutes parce qu'il y a des pauses pubs, bien entendu. Quoique, tu sais, je sais que sur Netflix ou sur d'autres plateformes, ils ont des heures complètes des fois, ou ils ont des formats qui sont non standards. Ouais, mettons. des fois, c'est genre 1 heure 3 minutes. Genre. Mais c'est parce que si ta série est juste diffusée sur Netflix, tu t'en fous, mais c'est qu'ici, nos diffuseurs, ils font à la fois des plateformes comme Crave, mais ils vont vouloir le présenter sur Nouveau. Ou Radio-Canada, ben oui, c'est peut-être pour ici Tout TV, mais ils veulent le diffuser aussi sur la chaîne. Donc, ils vont te demander d'avoir un format un petit peu plus standard. Et on parle donc de nombre de pages par jour qu'on tourne. Puis au cinéma, on va tourner, ça dépend des jours, parce que les pages, évidemment, ne sont pas toutes équivalentes. Il y a des pages plus compliquées à tourner que d'autres. Mais on va parler de 4-5 pages par jour. En série lourde, comme Haute Démolition puis Manuel la Vie sauvage, on va parler de entre 8 et une douzaine de pages par jour. Puis après, en quotidienne, j'en ai pas fait dans ma vie, mais bon, j'ai fait du téléroman à la 5e rang où on tournait des fois du 15-16 pages par jour, puis de la quotidienne, des fois, ils vont faire du 20-25 pages par jour. Fait que vous imaginez que quand on fait ce nombre de pages-là par jour, ben ça va plus vite, on a moins de temps, donc on a moins de temps pour créer, on a moins de temps pour essayer, se tromper, utiliser des technologies aussi qui sont plus, chronophages. Donc, tu sais, si on parle de... Ouais, c'est un beau thème, ça. C'est tellement un beau thème que je suis pas sûre que je le comprends. Chronophage. En anglais, on dirait time consuming. OK, merci. Voilà, chronophage. J'essaie de faire le gars intelligent, mais C'est Non, mais littéralement... moi, je vous le dis, là, quand il y a quelque chose que je comprends pas, je le cale. Je fais comme pas sûr de le Chrono, comprendre. c'est le temps, puis phage, ben, c'est. Mais j'avais comme, compris chrono, mais c'était le phage que je c'était le comprenais. phage. Comme anthropophage. Sarcophage. Sarcophage. Ah, voilà. Et donc, c'est ça. Fait qu'on va moins utiliser de technologie, je sais pas, tu sais, comme un camera car où est-ce qu'on met la caméra sur une plateforme pour suivre des voitures en mouvement ou un crane, hein, tu sais, une grue ou, je sais pas, des drones ou des shots sous-marines, par exemple. Tous ces shots-là, ben, c'est des scènes, c'est des technologies qui prennent du temps à installer, à tester, à réussir à avoir le bon plan. Même des tourner avec une Steadicam, par exemple, tu sais, ça prend plus de temps aussi. Fait qu'en téléroman, puis c'est ça qu'on se rend compte aussi au Québec, c'est que souvent, les séries se ressemblent un peu parce qu'on va tourner à l'épaule, rapidement, en lumière naturelle. On va faire des champs contre champs ou, tu sais, un plan large, un champ, un contre champ. Fait que ça veut dire un plan sur un personnage, un plan sur l'autre personnage, puis on passe à la prochaine scène. Fait que, hélas, même si notre télévision, elle est super bien écrite, de façon générale, et elle est très bien produite et bien réalisée de façon générale, il reste qu'à un moment donné, elle est limitée par... Le temps et donc par le budget. Qui veut dire le temps, qui veut dire le budget. En tout cas, tout ça est un peu des vases communicants, dans le fond. Clairement. OK. Moi, j'aimerais ça savoir, mettons, comment ça fonctionne? Est-ce que tu te fais attribuer une série ou tu la choisis? Ou comment ça fonctionne? Comment une série est sous ton nom? Oui, parce qu'en plus, il est scénariste. Fait que Ben oui. Comment c'est ça? Il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, qui est un peu le cas de figure idyllique là, qu'on imagine dans nos rêves les plus fous de jeunes réalisateurs qui commencent, c'est t'as une idée, tu l'écris, t'écris ton film ou t'écris ta série, tu la proposes à des producteurs qui embarquent avec toi, qui vont réussir à trouver du financement pour te payer pour que tu puisses le développer. Donc, en écriture, par exemple, ou tu vas l'écrire en collaboration avec un scénariste, une scénariste. Puis après, il va être produit, il va être pris par un diffuseur. Si c'est un film, bien évidemment, on parle d'un distributeur qui va distribuer le film après. Si on parle d'une série télé, on parle d'un des grands diffuseurs, que ce soit justement TVA, Radio-Canada ou Bell. Et ces diffuseurs-là vont financer la série, puis c'est toi qui vas la faire.
Ça, c'est un peu plus des séries d'auteurs, si on veut, ou des films d'auteurs. OK. On peut aller dans l'autre sens aussi, où les diffuseurs, si on parle particulièrement de la télé, c'est le cas aussi au cinéma, mais un petit peu moins vrai. En télé, les producteurs ont des idées parce que les diffuseurs ont des grilles à remplir. Donc, OK. Radio-Canada va dire, nous, on a besoin, dans la case d'un lundi soir à 8 h, on a besoin d'un téléroman. Donc, ils vont aller voir des producteurs, puis ils vont dire, avez-vous un téléroman? Puis là, les producteurs vont aller trouver des auteurs qui vont écrire un téléroman, puis ils vont chercher un réalisateur ou une réalisatrice, bien entendu, pour réaliser ce téléroman-là. Et souvent, même, ça va être des équipes. Dans le cas de 5e rang, par exemple, où on faisait 24 épisodes par année, tu peux difficilement, comme réal, faire 24 épisodes d'un show par année, parce que tu as des moments où tu tournes, il y a des moments où tu montes. Ouais. Puis aussi, 24 épisodes par année, ça devient vous un peu... montez aussi. Ben, on fait pas le montage nous-mêmes, OK. mais je veux dire, on supervise la post-prod, on est avec le monteur, on est dans toutes les étapes avec les musiciens, mixeurs, le online, les effets visuels. Ça tout fait que ça vous prend du temps que vous ne pouvez pas tourner, d'où le fait que vous vous relayez. Exactement. OK. Donc, par exemple, si on prend le cas de figure de 5e rang, on faisait 4 épisodes par année, 4 blocs de 6 épisodes. Où ça dépend des années. Il y a des saisons où on était 2. Donc, ma collègue, c'était Myriam Véro, qui a réalisé plusieurs très bons films et qui fait maintenant Sorcière, très bonne série à TVA. Puis on alternait. Fait qu'on faisait un bloc. Pendant mon bloc, moi, je tournais mon bloc. Après ça, pendant son bloc à elle, je faisais la post-production de mon bloc, et ainsi de suite. Si on parle de quotidienne, par exemple, souvent, ils ont 3 réalisateurs qui vont rouler une semaine. Ouais, parce que Pendant ça le roule même... en Ça temps roule, fou, là. c'est ça. Fait que tu tournes, tu montes, tu fais ta pré-prod, tu tournes, tu montes, tu fais ta pré-prod. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des auditions pour, mettons, quand justement ils cherchent un réal, comment ça fonctionne? Oui. Ils font-tu comme, Ah oui. montre-nous ce que Bonne tu question. sais faire, Ouais. montre-moi ton démo de réal? Ça arrive de plus en plus. ben oui. Je te dirais. En tout cas, moi, ça m'est arrivé de plus en plus dans les dernières années, des pitchs de réal. Un peu comme on faisait en pub. Moi, j'ai fait de la pub pendant quelques années dans ma carrière. Puis, Ta jeune carrière de 25 ma jeune ans. carrière de 25 ans de réalisation. Et on pitchait, tu sais, il y avait un concept, puis il y avait plusieurs boîtes de prod qui recevaient le brief, puis on était 3 pitchés, et ils choisissaient l'approche que l'agence préférait ou que le client et l'agence ensemble préféraient. Puis j'ai vécu ça de plus en plus dans les dernières années, des pitchs de réalisateurs, où est-ce qu'ils te font lire un épisode, où ils te font lire la Bible de la série, puis ils disent, ben, comment tu vois ça, comment tu lis, comment tu interprètes le projet. Puis tu fais comme une approche, un petit document avec un mood board, puis un peu, tu sais, comment tu vois à la fois la caméra, le casting, la musique, tout ça. Vraiment une approche de créative. Puis tu vois s'il y a un fit avec les producteurs aussi. Tu sais, c'est comme un mariage, hein, travailler en prod. Il faut que tu t'entendes bien avec le monde, pour le meilleur et pour le pire. Ben là, ça a quasiment l'air pire que nos auditions. C'est un Eh peu oui, stressant, c'est ça. parce que là, mood Oui, oui. board, Prouve-moi. Ouais. Ben, quoi que nous autres, c'est prouve-moi, mais je. C'est c'est ça. quand même. Ouais. c'est un Ouais. peu ça. Ben, nous, la différence, c'est que ta face a moins d'importance. Ouais, tu sais. c'est ça. Ouais. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a comme un côté vente, là. Il faut que tu pitches tes affaires. Puis c'est selon aussi les expériences que tu as eues avant. Puis tu vas parler un peu de comment ça s'est passé sur certaines prods, où ils vont te demander, je sais pas, par exemple. Moi, j'ai fait beaucoup de jeunesse dans ma vie, donc on va m'approcher pour faire des séries jeunesse. Donc, ils vont me demander comment ça s'est passé dans telle ou telle série, comment tu gères des jeunes acteurs ou, je sais pas, tourner à l'extérieur du pays, des choses comme ça. Ouais, ils vont aller chercher des réalisateurs qui ont des savoir-faire particuliers selon la production qu'ils veulent avoir. OK. Puis, genre, on monte, tantôt on parlait du mot chronologie, chronophage. Oui, On va monter en chronologie maintenant. Ouais. Juste rapidement, mettons, c'était quoi le parcours? Parce que, tu sais, on peut tout s'improviser un peu, on raconte des histoires, on prend une caméra de nos jours avec un téléphone, on peut faire des histoires. Mais ton parcours à toi, ça a été quoi de... Comment tu as bâti ce chemin-là pour t'amener à faire soit de la série, de la fiction ou... la série, la fiction, c'est un peu la même chose. Mais, mais tu as fait du documentaire aussi, du jeunesse. Tu sais, tu le disais tantôt, tu as fait une panoplie de styles en plus. C'était quoi un peu le chemin? Moi, c'est très drôle. J'ai commencé... Ben, au secondaire, je me demandais un peu ce que j'allais faire. Je faisais beaucoup d'impro, puis je faisais du théâtre. J'ai comme rêvé même de rentrer dans les écoles et tout ça. Ce que je n'ai pas fait. Mais je faisais beaucoup d'impro. Et j'avais un ami qui était 1 an plus vieux que moi. Et lui avait décidé d'aller en com au cégep, à Grasset. Puis c'était une époque où il n'y avait pas beaucoup de programmes de com. Il y avait comme 2-3 à Montréal. Et je l'ai suivi.
Parce que c'était mon ami, il faisait ça. Je fais, bon, je vais y aller Fait moi aussi. Un Ta petit mouton. carrière, c'est grâce à ton ami. Ma carrière, c'est beaucoup grâce à mon ami, Éric Dupuis. On le salue au passage. Salut, Eric. Salut, Eric! Ouais. Et je suis arrivé au cégep en com. Puis là, moi, j'étais plutôt, le croiriez-vous, j'étais quand même un enfant et un adolescent un peu gêné, assez timide. Puis quand je suis arrivé au cégep, j'ai vraiment là, complètement, je me suis épanoui. Là, j'ai fait du théâtre, de beaucoup d'impôts. Ah, les arts! les arts, est-ce que ça Les nous arts. Voilà, j'ai trippé, puis c'est un petit programme, fait que je me suis fait de très bons amis. Et là, ben, comme tout naturellement, les gens qui faisaient comme au cégep, ils avaient le goût de faire comme à l'université. J'étais accepté, c'était super contingenté. Fait que je fais, ben là, je vais y aller. Tu sais, si on me dit que tu as le droit d'aller, je vais y aller. Oui. Ben oui. Puis là, ben, j'ai fait l'UQAM et en com, et je suis tombé dans une super cohorte. J'ai fait des rencontres de gens formidables avec qui je communique encore aujourd'hui, avec qui je travaille encore aujourd'hui, qui étaient très inspirants. Tu sais, dans les écoles comme ça, il y a des bonnes et des moins bonnes cohortes. Là. Ouais. Moi, je suis vraiment tombé dans une très bonne cohorte. Fait que je suis vraiment chanceux de ça. Et après, par contre, j'ai eu comme une grande tragédie pendant que j'étais. Grande tragédie, franchement, relax, là, Chris. Mais, une Attends, grande dis-nous, c'est quoi, on va juger déception. après. J'ai eu une grande déception à l'UQAM, c'est que la façon dont le programme était fait, c'était que c'était pas tous les étudiants qui réalisaient des films. Puis moi, c'est ça que je voulais faire. Je n'étais pas si intéressé par la technique que ça. Un peu le montage, je dois avouer, mais tu sais, direction photo, pas tant. Prise de son, pas vraiment. Direction artistique, je vous l'ai dit, je sais pas dessiner. Fait que, tu sais, ça allait mal mes affaires. Et je voulais vraiment réaliser, mais je pense que j'avais rien à dire en plus de ça à cette époque-là. Je le reconnais, puis je suis un late bloomer, en fait. Cependant, j'ai pas été pris. Je proposais des idées, puis j'étais pas pris. Avec raison, par exemple, parce que mes idées étaient peut-être pas si bonnes que ça. Mais en sortant de l'UQAM, j'étais bien déçu de ne pas avoir réalisé. Puis je me disais, pour faire une analogie de hockey un petit peu boiteuse, je me Ah, disais, t'aimes ça, le hockey, toi. bon, Voilà. ben, je me disais, Comme ça, imagine que tu joues dans les ligues mineures, puis tu ne scores pas de but. Tu ne vas pas te faire prendre dans la Ligue nationale. Non. Fait que là, j'étais, comment je vais me retrouver dans la Ligue nationale, moi, là, si je suis pas capable de scorer des buts? Fait que. Je dois avouer que je ne suis pas une fan de hockey, mais je l'ai aimé, celle-là. Tu la comprends quand même. Elle Je est l'ai assez bien compris. claire, ouais. Et là, en sortant de l'UQAM, à l'époque, j'avais une copine qui est encore ma très grande amie, Etsa Paventi, qui a fait l'UQAM aussi, une année plus vieille que moi. Et un autre ami que vous connaissez aussi qui s'appelle Stéphane Lafleur, Ben voyons donc. qui était dans mon année. Et je leur ai lancé le défi de faire un film par mois pendant les 12 mois de l'année 99. Et ça s'est appelé Kino après. OK, c'est de là que ça part. Et c'est de là que ça part. Au début, c'était vraiment juste un happening. L'idée, c'était de se botter dans le cul puis de faire des films. Puis c'était comme la révolution numérique arrivait, mais on ne le savait pas vraiment. Tu sais. C'était comme devant nous, mais on Ouais. s'en rendait pas compte. Moi, j'avais juste envie de faire de quoi de trippant. Puis on s'est inspiré d'une gang de théâtre qui avait fait un show par mois pendant les 12 mois de l'année 98 avant, auquel j'avais assisté parce que Etsa Ok. était journaliste culturelle à l'époque. Elle suivait la troupe de théâtre pour les cahiers théâtre-jeux. Et on est allé voir les shows, puis j'ai fait, c'est vraiment cool, on fait ça. Fait que pendant un an, en 99, jusqu'à la fin du monde, vous vous souvenez de, tu sais, les Le bug de guichets l'an automatiques 2000. là, qui jetaient du cash, là, on s'en souvient? Quand de le ça? monde explosait en Tout a 2000. explosé en l'an 2000. Fait que c'était un peu un gag, puis on faisait un film par mois pendant 12 mois. Puis le premier mois, on était 12, le deuxième, 27, le troisième, 42, et and the rest is history, comme disent les Chinois. Donc, si on a Kino encore aujourd'hui, c'est grâce à ta grande déception de ne pas avoir réalisé. Ouais. Ben Ouais. là. Mais, Et aussi, j'ajouterais, à ma grande jalousie face à mon frère Dominique, qui est aujourd'hui réalisateur. C'est moi qui ai gagné. Mais Dominique, à C'est correct des l'époque, comptes. Dominique, à l'époque, pendant que moi j'étais à l'université, lui, il étudiait en musique à Saint-Laurent. Et il y avait toujours des amis qui venaient dans le salon jammer. Fait qu'il y avait plein de musique dans ma maison. Moi, j'aimerais ça jammer comme réal, mais comment faire ça? Puis Kino, c'est un peu ça. C'est un peu un jam de réalisateur, de cinéaste. Je dis cinéaste au terme large, pas juste réalisateur, c'est un jam d'auteurs, de comédiens et de comédiennes, de tous les métiers qui veulent faire du cinéma. Puis souvent, tu fais la caméra pour un, le son pour l'autre, tu montes pour l'autre. Tu sais, on fait toutes sortes d'affaires. J'ai même joué il n'y a pas si longtemps. Je vous disais comment Es-tu on fait sérieux? les On J'ai peut-tu joué trouver cet ça été. quelque part? Oh my God. Oui, hélas. Je pourrais vous l'envoyer. Je vous Je me mets l'enverrai. là-dessus après. Aïe, 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 on aïe. aimerait ça avoir une séquence. Mais tout ça pour dire que ouais, j'avais un peu cette jalousie-là de jammer puis de pouvoir essayer des choses. Puis dans notre métier, un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'on n'a jamais le droit à l'échec. Ouais. Ni à l'école, ni dans le milieu professionnel. Tu peux jamais essayer de quoi qui marche pas parce que c'est Ouais. comme, ben, t'as pas le temps.
T'as pas le temps, puis tu veux pas perdre tes privilèges ou tes avantages ou ta job, point final. Puis Kino, c'est un beau laboratoire où tu peux te permettre de te planter, puis c'est pas grave parce qu'il y a de la bienveillance dans ce milieu-là, puis c'est comme, hey, reviens la semaine prochaine, on va réessayer de quelque chose. C'est un vrai banc d'essai qui n'existe pas, parce que même les jeunes cinéastes qui font des courts-métrages, ben, ils veulent être pris dans le circuit des festivals. Ils sont dans une démarche professionnelle, puis c'est bien correct, mais il est où le laboratoire, mettons? Puis Kino, c'est le laboratoire. Ben, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Kino, c'est quelque chose à aller voir. Ben, là, j'allais dire Montréal, mais c'est parce qu'il y en a partout maintenant. Ouais. Kino, c'est rendu mondial. En Ouais. fait. Donc, c'est une belle plateforme pour rencontrer des nouveaux talents. Ben, là, tu le disais, de tous les affaires. Dans le fond, tu peux avoir des réals, des comédiens, des techs, scénaristes, des DOP, ouais. il y a tellement de monde. Donc, Et comme acteur et actrice, si vous voulez jouer, Ouais. tenez-vous avec la gang de Kino, vous allez tourner, vous allez faire des films. Des bons puis des moins bons, mais vous allez tourner en masse. Puis Ouais. je connais, il y a tellement de monde qui sont passés par là, même s'ils passaient par les écoles. Tu sais, Jean-Simon Leduc est passé par là, Isabelle Giroux est passée par là, Julie de la Fresnière est passée par là. Je veux dire, t'en as fait. Ben écoute, tu sais. moi, je me suis inscrite. J'ai fait mon premier défi Kino. Je l'ai présenté et 2 jours après, c'était la COVID. Fait que j'ai pu rien retourner. J'étais voilà. comme, oh non. Et après, j'ai eu un enfant, fait que j'avais plus le temps. Bon. moi, là-dessus, j'ai eu le droit à un gros plan sur ma bédaine qui fait de la corde à danser. C'était Oh super mon génial. Dieu, ça En se trouve slow ça motion. quelque part? Je pense pas. Qui a fait ça? C'est sûr, ça se trouve à quelque Écoute, part. on va faire des recherches, mais je ne suis pas garanti qu'on va fournir une image. Mais tu sais, Non, on ça va même, fournir. tu sais, Stéphane Lafleur, il a commencé comme ça. Moi, j'ai commencé comme ça. On est une gang à avoir fait vraiment nos premières armes. Raphaël Ouellette, il a commencé comme ça. On a vraiment expérimenté beaucoup de choses là. Puis après, on s'en sert, puis on est sur nos plateaux. Puis moi, je les vois, les gens qui sont passés par Kino, parce que c'est des gens qui sont très collégiaux, qui sont pas du tout dans la hiérarchie, qui sont là pour le plaisir, pour les bonnes raisons aussi. Puis moi, ce que j'aurais appris à travers Kino, puis je ne vais pas passer la journée à parler de Kino, parce que je peux vraiment en parler longuement, mais ce que j'ai appris dans Kino, c'est que la bonne idée peut venir de n'importe où, sur un plateau. N'importe qui peut avoir la bonne idée. Des fois, là, ça peut être le grip qui a déposé la caméra à terre, puis tu fais comme « Hey, bon, c'est un beau cadre, ça. » Tu sais. Puis, ou dans la discussion avec les acteurs, des fois, les acteurs peuvent avoir une idée de mise en scène ou de cadrage ou d'éclairage. Des fois, sans même le savoir, puis tu fais « Ah, il faut rester à l'écoute de ça. » Et ça, c'est ce que j'aurais beaucoup retenu de mes années. Justement, on parle de ça, il y a beaucoup de monde, tout ça. Comment toi, tu bâtis ton équipe? Tu sais, dans le sens que, bon, tu as créé ta signature, tout ça, as-tu un DOP avec qui tu travailles tout le temps? Est-ce que, tu sais, dans le fond, c'est comment tu bâtis? Tu sais, c'est... Je suis un gars très loyal dans la vie. J'aime développer des relations à long terme. Là, il y a un directeur photo, Louis-Philippe Blain, avec qui je tourne depuis 6 ans maintenant. Et c'est le fun parce que, encore une fois, je vais faire une autre analogie de hockey, mais quand tu te mets moi, à je te jouer suis, avec là. quelqu'un beaucoup, à un moment donné, tu te fais des passes à la palette, puis tu te fermes les yeux, tu sais même pas, mais il est là où tu pensais qu'il allait être. Ça, c'est le fun. Une fois de temps en temps, c'est bon de rajouter du nouveau monde, des nouveaux joueurs dans l'équipe pour Mélanie Ranger, pour faire référence à Ben un voilà. autre épisode. pour te challenger, puis ça, c'est le fun aussi. Fait que moi, j'aime toujours cette espèce d'équilibre-là entre les deux. Mais je connais des réalisateurs qui se font une nouvelle équipe à chaque fois. Espérons que c'est pas parce qu'ils sont extrêmement désagréables, c'est parce que et puis personne ne veut travailler avec eux. Mais c'est parce qu'ils ont envie de s'en mettre, puis ils ont envie de renouveau. Ça se peut. Moi, je suis plutôt entre les deux, mais plus vers la loyauté. J'aime construire en équipe sur du long terme, puis d'une série à l'autre, amener les camarades et qu'on travaille ensemble, puis qu'on s'amène plus loin. Puis à chaque show, ben, c'est un nouveau défi, si on veut. Ouais. Puis est-ce que tu as le dernier mot sur ton équipe, sur les comédiens, sur les gens avec qui tu veux travailler? Non. La réponse sincère, c'est bien sûr que non. J'ai pas le dernier mot. Tout est toujours une question de négociation. Après, si on m'engage, c'est probablement parce qu'on a une certaine confiance dans mes opinions puis dans ce que j'amène. Quand moi je dis j'ai envie de travailler avec tel directeur photo, c'est pas juste parce que c'est mon ami. C'est parce que je sais qu'il est bon puis qu'on va être bon ensemble puis ça va être la bonne personne pour ce projet-là, par exemple. Tout est une question de négociation parce que le choix des techniciens, mais aussi des acteurs, est tellement tributaire d'une
série, une panoplie de facteurs. Certains qui sont évidents, le talent, par exemple, évidemment. C'est quand même un des premiers. Mais aussi, bien évidemment, il y a des facteurs budgétaires, il y a des facteurs de temps, il y a des facteurs de où est-ce qu'on tourne, avec qui. Là, ben, par exemple, je ne tournerai pas avec mon camarade Louis-Philippe à Québec. Je vais tourner avec François Gamache, qui est un autre directeur photo avec qui je n'ai jamais tourné. Parce que là, c'est ça, tu as une série qui s'en vient. Oui, j'ai une série, je vais Tournage tourner à à Québec au printemps. Puis pour moi, François et Louis-Philippe sont deux directeurs photo aussi talentueux l'un que l'autre. J'ai juste plus d'habitude avec un des deux. Donc, j'ai eu tendance, évidemment, à plus aller vers mon camarade avec qui je tourne depuis 6 ans. En même temps, je suis content de découvrir François, même si je le connais depuis des années. Mais après, étant donné que le tournage a lieu à Québec, forcément, François connaît déjà tout le monde là-bas, connaît déjà tous les techniciens, a déjà tourné la ville de Québec, connaît mieux les producteurs aussi. Donc, les producteurs ont non seulement confiance en lui, mais une affinité avec lui aussi. Ils savent comment il travaille. Donc, c'est sûr que là, à devoir choisir, bien, ça tombe en ligne de compte, ce critère-là. Bon, si François nous écoute, je veux lui dire que je l'ai choisi surtout parce qu'il y avait une très, très bonne approche. mais au-delà de ça, c'est dans tous les cas, on choisit les gens qui vont participer au projet avec beaucoup, c'est ça, il y a beaucoup de facettes dans notre choix. Puis si on parle des acteurs, par exemple, bien entendu, choisir un casting, c'est pas juste choisir les 30 meilleurs acteurs, c'est choisir une équipe qui va se compléter. C'est des familles qu'on crée. Donc, ça prend un numéro 1, un lead qui va être un capitaine de l'équipe aussi. Puis ça prend des gens autour qui vont apporter de l'eau au moulin, mais qui vont être capables de travailler avec cette personne-là et vice-versa. Donc, on crée des fits, on crée souvent de nulle part aussi. C'est pas nécessairement des gens qui ont travaillé ensemble, mais on crée des familles, on crée des liens qui doivent être rapidement très intimes et très efficaces parce qu'on n'a souvent pas beaucoup de temps pour tourner. Donc, c'est ça. Je n'ai pas le dernier mot. Souvent, on négocie. Puis si on parle même de casting, je vais vous le dire, ben c'est tu m'en donnes un, je t'en donne un. Puis là, je parle échange d'hockey. Ben c'est un peu ça. Mais puis je parle des producteurs, mais ça va être avec les diffuseurs aussi. Il y a les diffuseurs qui vont me dire on veut absolument telle tête d'affiche. Puis on fait OK, d'accord. Puis souvent, les têtes d'affiche, il y a des raisons pour lesquelles ils sont des têtes d'affiche. Hein. On pourrait y revenir. Là. Ils travaillent bien. Ils travaillent bien. Souvent, c'est ça. Puis qu'il n'y a pas de temps sur un plateau, s'ils travaillent vite et bien. Ça, c'est le maudit, comment dire, ben j'allais dire cercle vicieux ou vertueux, là, parce que les têtes d'affiche, c'est du monde qui ont du talent. On se le dit déjà. Mais plus tu tournes, plus tu deviens bon. Ouais, Ouais. c'est Puis ça. plus tu deviens bon, plus tu tournes. Ouais. Là, ben, plus tu tournes, plus tu deviens bon, et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, quelqu'un qui connaît son métier, qui va arriver tout de suite au résultat, au lieu de quelqu'un qui cherche pendant 8 takes, bien moi, forcément, ça m'arrange. Mais on ne veut pas que ça soit toujours le même monde. Puis on le sait, là, c'est souvent un reproche que les spectateurs font à la télé québécoise. On voit tout le temps les mêmes faces. C'est vrai, Ouais. ou même les acteurs aussi, parce qu'ils veulent. C'est dur de percer, c'est dur de rentrer dans le cercle des Happy Few. Mais c'est vrai. J'aime ça. Happy Fuse, Des j'aime ça. Happy Few. Non, moi, j'ai compris Happy Fuse. Happy Few. Happy Few. J'aime mieux Happy Fuse. Happy Few. Et c'est dur de percer cette affaire-là à un moment donné, puis d'y arriver. Puis des fois, ben c'est ça. C'est à nous, comme réal, de se battre. On le fait souvent pour donner des chances. Pas vrai, j'aime pas ça dire ça, mais ouvrir des portes, puis se battre pour des talents dans lesquels nous, on croit. Des fois, contre l'avis de certains diffuseurs. C'est souvent eux qui ont le dernier mot, parce que c'est eux qui font l'affiche. Puis à la limite, tu sais, j'ai beaucoup d'affection et d'amour pour mes amis diffuseurs, mais rappelez-vous que ces gens-là ne vendent pas de la télé. Ils vendent des abonnements. Ils vendent des pauses pub. Puis la télé, c'est souvent... Hey, là, je me tire dans le pied en disant ça, mais la télé, c'est beaucoup ce qui est rempli entre 2 pauses pub, là, des fois. Là. Oui. Mon Dieu, ça a l'air cynique ce que je dis là. Non, mais On fait de la très belle télé, comprend puis tout, je suis fier de notre télé. Puis notre télé québécoise est une des meilleures télés au monde et, toute proportion gardée, une des télés les plus regardées au monde. Quand on dit, là, je sais pas comment ça fait stat, là, 2 millions par épisode, c'est fou, raide. Là. 2 millions sur 8 millions de téléspectateurs. Ouais, c'est- Enlève les enfants, enlève les non-francophones, enlève tous ceux qui sont dans le coma au Québec. Là. Bon, il reste plus grand monde. Non, mais mettons là, que t'es sûr. Il y a Martin Hausson qui... La police. J'ai fait ma joke de coma. Ça est fait. Check.
Connaissant tu sais, Martin, ça peut revenir, ce rire-là. toute proportion gardée, il n'y a aucun show américain qui fait des aussi grosses cotes d'écoute que nos quotidiennes. Ben non, 2 sur 5. Ouais, non, c'est ça. C'est fou quand même quand tu y penses, c'est 40 Tu sais, mettons, 5e rang, là, on faisait 30 de part de marché. Entre 30 et 33 de part de marché. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a une personne sur 3 assise devant sa télé qui regarde ce show-là. C'est énorme. Tous les shows américains, là, maintenant, là, c'est tellement fragmenté. Ouais. C'est des gros shows avec beaucoup, beaucoup d'argent, mais il reste que... Il n'y a pas beaucoup de shows qui fait en haut de 8-10 millions de codes d'écoute par épisode, à part, tu sais, si on parle du Super Bowl, des affaires comme ça. Là, mais enfin, je divague où est-ce que je m'en allais. Donc, c'est ça. Fait que souvent, ben, on va essayer... Dans chaque show, en fait, on veut avoir des talents neufs. On veut créer comme un nouveau mix qu'on n'a pas vu. Et les acteurs et actrices qui ont moins d'expérience vont en prendre beaucoup à travailler avec des gens qui ont beaucoup d'expérience. Fait qu'on essaie de créer ces nouvelles configurations-là. Mais t'es scénariste, puis Oui. justement, nous, on est comédiens. Hein? Oui. Comédien, comédienne. Oui. Puis, mettons, est-ce que tu écris des fois tes rôles en pensant à quelqu'un ou, ben, j'imagine, si tout le monde a tout le temps un petit quelque chose, on a une idée en tête, mais est-ce que tu te mets des noms en tête ou littéralement tu veux juste raconter l'histoire puis meilleur va servir l'histoire? Hey, tu vas être ça? surpris, là. C'est très rare. Ah. Très, très, très rare. À moins que... ouais? Ouais. À moins que j'aille vraiment quelqu'un en tête. Comme là, en ce moment, là, tu sais, je viens d'avoir une idée de série, puis avec une actrice avec qui j'ai travaillé sur 5e rang, puis je fais... Ouais, j'ai vraiment le goût d'y écrire quelque chose pour elle, mais là, j'y écris quelque chose pour elle. Mais sinon, la plupart du temps, quand j'ai des idées, j'ai aucune idée de qui je vois. Ouais. Et Ok. moi, j'aime beaucoup le casting. Je trouve ça vraiment le fun. Je trouve ça épuisant, mais j'adore ça. Et j'ai toujours des belles surprises dans le casting et j'adore avoir des belles surprises dans le casting. Haute Démolition, c'est un excellent exemple parce que c'était pas du tout... J'avais pas du tout imaginé les personnages avec ces faces-là. C'est vrai? Oh, Tienne, c'était pas du tout ça que j'avais vu. Vraiment pas. Puis même Léane non plus. Et le mix des deux, encore moins. Mais quand je les ai vus en casting, les deux ensemble, j'ai fait « Oh wow, il se passe de quoi? » Mais j'aime ça, je pense, m'attendre à rien. Mais je vous dirais, je suis le même dans la vie en général. J'ai très peu d'attentes. Fait que je suis tout le temps heureux. Ben, mon Dieu, une belle quel philosophie. positif. Mais vraiment, là, mes attentes sont souvent très, très basses, ce qui fait que tout m'émerveille. Ouais. Il y a bien des comédiens qui devraient être de même, dans le fond. Ben, Ça devrait Colin, être bien. c'est le fun. Ben Dans oui, le sens que tu clairement. fais comme, ben, je vais aller auditionner pour Christian, mais j'ai pas besoin d'en donner, mais il s'attend à rien. Mais j'aime être surpris, puis je pense qu'en casting... Pour moi, le casting, là, ça fait... C'est pas juste une façon de choisir les acteurs et les actrices qui vont jouer dans ma série. OK. C'est des séances de travail. C'est des séances de mise en scène. Tu sais, moi, j'aime ça, diriger les acteurs. C'est une de mes parties préférées de ma job. J'ai coaché de l'impro pendant des années. Ouais. J'ai adoré ça. D'ailleurs, je recommande à tous les réals de coacher de l'impro dans leur vie. Oh, bravo. Parce que c'est une façon d'apprendre à dialoguer avec les acteurs ça revient à ce que je disais par rapport à Kino tantôt, dans un laboratoire où l'échec est accepté. Oui. Puis c'est pas grave, puis on oublie après. Tu sais, puis filmer une impro, c'est l'affaire On la plus passe à la dole au prochaine monde. affaire. On passe à la prochaine affaire. Il y a quelque chose de l'ordre de l'instantanéité, puis ça te fait travailler ton métier. C'est le jam, ça revient à l'idée du jam. Ouais. Et les auditions, comme les lectures, par exemple, pour moi, c'est vraiment des moments privilégiés de travail, tellement que, pour moi, tu sais, souvent, on parle de direction d'acteur, là, puis la direction d'acteur sur les plateaux, là, 90% de la job est faite quand on arrive, quand on dit action. Tout est fait en amont. Là. Tout a été fait. D'abord, 50% de la job de directeur d'acteur, c'est le choix de l'acteur. OK? Moi, je vous le dis, là, en tout cas, c'est mon opinion. Ton casting, tu peux avoir fait le bon ou le mauvais choix. Ben, le mauvais choix. En tout cas, ton choix peut être comme tu pensais qu'elle allait être ou finalement te surprendre. Ça se peut. Mais c'est à toi de vivre avec. Puis là, tu établis une relation, puis tu établis comme une dynamique dès le début, puis ton choix. C'est comme cuisiner avec un ingrédient. Là. Si tu fais comme moi, je vais cuisiner ce champignon-là aujourd'hui ou ce fruit-là aujourd'hui, ben pars avec cette affaire-là. Dis-toi pas, je vais cuisiner un bœuf bourguignon puis tu t'as acheté des bananes. Tu comprends? Goûterait pas Fait pareil. que tu pars avec quelque chose. Je m'excuse aux acteurs et les actrices que je les compare à des bananes, mais tous les deux sont Je me suis pas senti organiques concernée. et délicieux. Et la plupart des acteurs que je connais sont
des hautes sources de potassium. Fait que, OK. Oh. fait que- J'aime le- bon, la joke de potassium est faite. Je Coma. m'étais donné une petite liste d'affaires qu'il fallait que je dise. c'est donné Coma, des filles. potassium. OK. C'est donner des des mots. défis personnels avant de venir. C'est Fait, pas Pas OK. vrai, je viens d'inventer ça. Mais tout ça pour dire que la moitié de la job de direction d'acteur est faite au casting. Après ça, 25% est fait en lecture. Fait qu'il te reste un petit 25% sur le set de... Une fois que les acteurs ils ont leur costume, puis ils sont dans le décor, puis ils vivent ce qu'ils ont à vivre à ce moment-là, mais c'est souvent rendu là juste une petite mise en place ou un petit quelque chose, tu sais, les personnages sont déjà... Ouais. Ils ça ont va y déjà aller été tout seul. établis, tout ça. Mais là, tantôt, tu parlais de casting. Oui. On va parler de self-tape. Oh, oui. Oh. Parce que je sais que t'aimes ça. Le nerf. T'aimes les self-tapes. Le nerf, le gars. J'ai comment- collectionne! Comment t'aimes les self-tapes? J'haïs les self-tapes. Je voulais que tu le J'haïs dises! les self-tapes pour Pourquoi? mourir. Ben, parce que je trouve que ça vous rend pas justice. Moi, là, je suis un mauvais comédien. J'ai joué, parce que tu sais, dans Kino, j'en ai fait. J'ai fait de l'impro, j'ai fait du théâtre un peu. Puis là, justement, cet été, j'étais à Off-Cours à Trouville. Puis c'est un laboratoire où est-ce que tu dis oui un peu à tout. Fait qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir en disant « Est-ce que tu veux jouer dans mon film? » Je fais hey, « Je suis un très, très mauvais acteur. » Fait « Non, tu vas être Ah, tu super. l'as spécifié. Oui, oui. Puis moi, Rien il a à dit s'il te plaît, mon acteur m'a largué ce matin. Et c'est une Française, hein, comme vous C'est avez un pu voir. incroyable accent. Ouais. Mon accent, je le fais 10% pour que vous compreniez la référence, OK? Mais je ne vais pas aller plus loin que ça. Et finalement, ben, je suis allé. J'étais-tu correct? J'en sais rien. Moi, je suis pas un bon acteur parce que quand je joue, tu sais, je me donne tout le temps un petit rôle. Je fais tout le temps comme un petit troisième rôle dans mes séries pour le plaisir c'est d'avoir un petit caméo de rien. là. Mais j'aime ça. Même là, je suis comme, oh mon Dieu, j'essaie de pas avoir de réplique parce que je suis pas bon, tu sais. Mais ben, je suis pas bon parce que je suis tout le temps en train de me regarder jouer. J'ai pas d'abandon. Ouais, t'as J'ai l'œil pas ça. extérieur. Ben oui, c'est ça. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour parler de ma carrière d'acteur, mais... Ben, finalement, on va revirer l'entrevue de bord. Parle-nous de tes projets. Mais cela dit, je persiste à jouer une fois de temps en temps pour me rappeler à quel point votre métier est difficile. Bravo. Merci. Et hélas, je trouve que votre métier est sous-estimé. Il est admiré, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent faire ça, mais la quantité de travail et d'engagement et de formation que ça demande est vraiment sous-estimée. C'est Ouais. comme si on croit que n'importe qui peut s'improviser acteur, Ouais. puis là, ben, t'arrives, on allume la caméra, puis tu vas être super. J'ai juste à dire des lignes. hein. Non, Ouais, non, non, non. Ouais, c'est Déjà, il ça, faut que tu c'est t'en pas ça, souviennes là. de tes lignes. C'est un métier. C'est un métier. Alors, on ne peut pas donner un lead à n'importe qui du jour au lendemain, même pas un rôle. On peut essayer de donner des petits rôles à du monde, ça se peut, mais en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour le métier d'acteur et pour tout l'abandon que ça vous demande. Et hey, c'est jouer avec votre face, puis avec... Moi, j'ai entendu des affaires dans le temps que j'étais en pub. Là, mon Dieu, j'ai entendu des choses terribles de la part de clients qui disaient non, elle est pas bonne, elle me fait trop penser à ma belle-sœur, puis j'haïs ma belle-sœur. OK, fait que c'est pour ça que tu veux pas qu'on prenne l'actrice. Ouais. En même temps, c'est elle là, qui vend son jambon, la madame. Là, fait que, elle veut pas voir sa pub de jambon avec une fille qui ressemble à sa belle-sœur. C'est bien correct, Mais- là, je comprends ça. Mais C'est tellement ça. c'est ce qu'on entend des fois, là, c'est Ouais. terrible. Fait que tout ça pour dire que j'ai énormément de respect pour le métier d'acteur qui est sous-estimé, souvent. Et où est-ce que je m'en vais avec ça? Les self-tapes, self-tapes. ben, je trouve que les self-tapes, d'abord, ça ne vous rend pas justice. Deuxièmement, moi, j'aime le casting parce que, justement, il y a deux affaires dans le casting. La première affaire que je regarde comme réalisateur quand je suis en casting, c'est, évidemment, est-ce que l'acteur a du talent, déjà. Commençons par ça. Je dis deux enfants, c'est peut-être plus que deux. Bon. Est-ce que l'acteur a du talent? Évidemment. Première fait la affaire. liste maintenant. C'est- Talent. Il ou elle est-elle juste ou pas juste? Hein? Puis ça, rapidement, souvent, t'es d'un bord ou de l'autre. Il y a du Tu le monde qui sais sonne faux, mais il y a du monde qui sonne juste, puis c'est comme ça. Deuxièmement, est-ce que cette personne-là a l'intelligence du texte? Est-ce que cette personne-là a compris ce qu'il ou elle jouait? Ouais, parce ça, que c'est pas rien, là. des fois, dans les scénarios, c'est écrit « m'aimes-tu ?» Le personnage répond « non ». Puis il y a des gens qui vont comprendre « mais c'est écrit non », donc ils l'aiment plus. Puis tu fais Non. « non, peut-être que la personne cache son nom et que le nom veut dire oui ». Il faut savoir lire entre les lignes. Puis c'est ça qu'il y a beaucoup de gens... Là, je vais parler à la caméra. Mais c'est pour ça qu'on dit que jouer, c'est vraiment plus difficile que juste de dire un texte parce qu'il faut toujours aller faire de la petite
psychanalyse de personnage, du moment présent, puis de ce que je suis en train de faire. Ce qui est écrit n'est pas nécessairement ce qu'on veut dire. Ben oui. C'est le sous-texte qu'il faut Ouais. lire. L'histoire est entre les lignes, bien plus que dedans les lignes. Puis les meilleures histoires, c'est souvent les histoires où on est encore le plus dans le sous-texte. Ouais. Enfin. Mais donc, est-ce que la personne a l'intelligence du texte? Puis troisièmement, est-ce que la personne réagit bien à mes commandes C'est ça. et à mes notes? Et ça, les notes, hein, c'est mon passé d'étudiant en communication à l'UQAM. Là, le schéma de la communication, il y a un émetteur, un récepteur, puis entre les deux, il y a un message, puis il y a du bruit des fois entre les deux qui peut brouiller le message. Mais la façon dont moi, je donne mes notes, bien, il faut que je sois clair, mais la personne au bout, est-ce qu'elle est à l'écoute puis elle est capable de comprendre ce que je dis? Puis des fois, on ne parle pas le même langage. Fait que tu peux avoir quelqu'un qui fait très bien avec un autre réal, mais avec moi, ça ne marchera pas et vice-versa. Fait qu'il y a comme une compatibilité à trouver. Fait que c'est pas juste, est-ce que la personne écoute mes notes puis intègre mes notes, c'est est-ce que la personne est capable de comprendre mon langage, est capable d'intégrer les notes que moi je lui donne, de me renvoyer quelque chose qui va moi-même me stimuler aussi. Parce que, évidemment, notre ami Shannon, théoricien de la communication, dirait que le schéma de la communication est circulaire. Mais bon, ça, on y reviendra. C'est pour ma prochaine carrière de prof à l'UQAM. Mais donc, quoi qu'il en soit, c'est vraiment les affaires que je vais vraiment checker en casting. Mais ça, un self-tape, je peux pas savoir ça. Hey, c'est dur de savoir. Tu sais, on n'a aucune direction. On a une idée, on pense, on lit le texte, on se dit, bon, ça doit être ça. Là, tu essaies de proposer quelque chose, mais tu peux pas te faire corriger. Fait que tu te corriges toi-même, puis tu te dis, bon, c'est-tu correct? Ça doit être la meilleure prise. Ça doit être ça. Ben, c'est un peu ça pour vrai. J'ai un ami acteur qui avait fait un self-tape pour une pub de Hydro-Québec il y a quelques années. Il me l'a montré d'ailleurs, c'est très drôle. Il avait décidé, il avait reçu la pub, puis il y avait son rôle qui était un des personnages dans la pub. Puis il a dit, hey, tant qu'à faire, je vais faire tous les personnages. Fait qu'il se répondait, il s'était comme fait un montage où il jouait tous les personnages. C'est hilarant. Moi, je suis réel, je vois ça, puis je fais comme, ben, ça me tente de travailler avec ce gars-là, tu sais. Je vais passer une journée, 2 journées avec lui. Oui. Ça, c'est l'autre affaire. En casting, là, moi, je fais comme, j'ai-tu envie de m'embarquer? Hey. Je veux-tu amener cette personne-là en bateau? Pour revenir à l'histoire du bateau, je veux-tu traverser l'Atlantique sur un vieux 3 mâts un peu scrap avec cette personne-là? Oui? OK, on va y aller. Ça va être le fun, on va rire? OK, d'accord. Ouais, parce que tu vas travailler pendant 3 Oui, mois, un oui. an avec, là, tout Oui. dépendant de ton projet, mais quand même. Ouais. Faut que Quand tu j'ai sois- commencé Aurélie Laflamme, j'ai dit à Marianne Verville, toi puis moi, là, on va devenir les meilleurs amis du monde pour les 3 prochains mois. Fait que prépare-toi. Puis elle a dit, OK. Oui, parce qu'il y a le travail en audition qu'on doit faire en amont, qu'on fait en salle, mais il y a aussi la personnalité. Ben Si oui. ça clique pas, ça clique pas. Ben Là. oui, Même exact. si tu es le meilleur au monde, si la personne est high maintenance ou super insécure ou juste lourde et désagréable, tu sais, mais j'ai pas envie de tourner avec cette personne-là, tu sais. Je vais faire un gros statement, mais il m'est souvent arrivé de prendre des acteurs que je trouvais pas nécessairement le ou la meilleure, qui était bon, évidemment, mais j'ai pris un numéro 2 ou un numéro 3 dans mon appréciation du talent, mais juste parce que je savais que ça allait être compliqué avec la personne qui avait le plus de talent et que ça allait être simple avec l'autre personne. Parce que quand on est rendu à shooter, puis c'est comme go, il me reste 5 minutes, il faut faire la take, j'ai Pas le besoin temps. de quelqu'un qui est tout là, Oui. puis qui joue avec moi dans mon équipe. Fait que ça, c'est ma façon de voir les choses. Je pense qu'on est quelques-uns à voir les choses de cette façon-là, mais il reste que c'est clair. Et l'attitude, la réputation, l'éthique de travail. Moi, si j'apprends qu'un acteur arrive en retard, se lève pas, apprend pas ses textes, il a beau être extraordinaire à Il y l'écran, a des strikes. c'est plate, Ouais, c'est ça. mais je vais prendre quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais. Puis c'est la même chose. Tu sais, je dis ça pour un acteur, mais ça peut être la même chose pour un directeur photo ou un musicien ou un technicien aussi, tu sais. Oui, dans ton équipe en général. Ben là. oui, l'éthique de travail, c'est fondamental. Mais revenons au self-tape. Évidemment, les self-tapes, ça fait partie de notre contexte de production actuel, où est-ce qu'il y a de moins en moins d'argent pour faire les prods, ou en tout cas, du moins, on a les mêmes budgets qu'il y a 5-10 ans, mais tout augmenté. Puis on veut toujours faire mieux. Puis évidemment, on est là tout à regarder les grosses séries sur Netflix, puis Ils ont sur des Prime, puis budgets. tout. Puis on est comme... On est... Nous, on veut faire pareil comme eux autres. Puis on réussit le plus souvent à faire des affaires d'une qualité exceptionnelle avec des budgets, je veux dire, ridiculement bas. C'est tout à notre honneur, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut couper dans quelque chose. Fait que si j'ai le choix entre avoir une journée de tournage ou une journée de casting, je vais prendre la journée de tournage. C'est sûr que les self-tapes, ben, ou en tout cas, le casting, couper dans le casting,
Parce qu'on continue à faire du casting. Entendons-nous, pour les rôles principaux, on va faire du casting. Moi, j'ai eu beaucoup de self-tape pour des 2e, 3e rôles, par exemple, sur 5e rang, qui allaient venir 1 journée, 2 journées. Tu fais comme, c'est pas vrai que... Ben déjà, j'ai pas le temps parce que je suis en tournage. Je peux pas aller faire du casting avec cette personne-là. Dans un monde idéal, quelqu'un le ferait, dirigerait les acteurs. Mais moi, je vois un self-tape puis je fais, ben, il a l'air bon, elle a l'air bonne, mais j'ai pas parlé avec, je ne sais pas. Fait qu'il y a comme toute une partie qui me manque de ma relation avec l'acteur, l'actrice. Moi, j'ai une question. Vas-y. Parce que tantôt, tu as dit on fait des miracles au Québec avec le peu d'argent qu'on a. Est-ce que tu penses que ça va devenir comme un cercle sans fin de... Les gens font... Bon, on leur donnera pas beaucoup d'argent parce qu'ils sont capables de faire quelque chose de bon. Puis là, ça va juste comme baisser le budget, mais à chaque fois, on réussit à s'en sortir. Je dis, ça me touche pas parce que je tourne pas, dans le sens que je suis pas réelle. Mais je veux dire, tu sais, comme... Vous faites justement des miracles avec le peu de sous que vous avez, puis que les gens fassent justement... Ben, on va juste leur enlever 5 millions l'an prochain parce qu'ils sont déjà bons, fait qu'ils vont être capables de s'arranger. Ils sont imaginatifs. À quel point ça va jouer sur le budget? C'est une vaste question. Et c'est une question qui a pris 4 minutes à poser. Et c'est une question extraordinairement pertinente. Ça me fait plaisir. Je vais essayer de te donner une réponse intelligente, mais qui ne sera certainement pas définitive parce que c'est une question que je me pose tous les jours. Est-ce que parfois on se nuit d'une certaine façon? Dire, on se tire dans le pied, des fois, est-ce que parfois on se tire dans le pied? T'as tout résumé ma question en disant est-ce qu'on se tire dans le pied? Peut-être des fois. Peut-être des fois. Puis après, ben c'est plus fort que nous. On aime ça, puis on le fait, puis on peut pas s'en empêcher. Fait que c'est tout à notre honneur, d'une certaine façon. Puis quand je dis nous, je parle pas juste des réals, je parle de tout le monde sur un set. Parce que tout le monde réussit à faire des miracles, pas juste nous, les réals. Les acteurs font des miracles, les techniciens font des miracles, les monteurs font des miracles après. Mon Dieu, qu'on a sauvé des affaires avec Jules Saunier, qui est le monteur avec qui j'ai le plus travaillé dans les dernières années. C'est extraordinaire quand même. Et après, moi qui aime beaucoup les jeux, je reviens à ça, mon côté ludique, j'haïs pas ça. J'ai pas de sentiment d'amertume et de frustration. Au contraire, je fais comme « Oh, on l'a eu, c'est vraiment cool! » C'est comme un défi. J'aime ça, cette affaire-là. Après, est-ce que on est les artisans de notre malheur parfois, parce qu'on est vraiment tellement bons, mais qu'est-ce qui arriverait, tu sais? On ferait comme la grève, puis on ferait comme, ben nous, on arrête, puis donnez-nous plus d'argent pour que... Est-ce que ça va être nous qui allons avoir l'argent après, ou ça va être d'autres? Et hélas, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas l'expérience ou qui n'ont pas la lucidité d'être capable de faire ça, d'avoir la mesure de ce que ça signifie tourner dans nos contextes. Ouais. Tu sais, que tu tournes le jour, la nuit, c'est différent. Tourner l'hiver, c'est beau des séries d'hiver, fun, mais... Les caméras gel. Ben oui, tourner avec... Et puis c'est fatigant, là. Oui. Se communiquer en ayant comme une tuque et un foulard, mais c'est compliqué. Oui. Tu sais, c'est le fait que des fois, une prise peut prendre vraiment du temps à faire. Il y a plusieurs prises. Fait qu'à une journée à moins 30, oublie ça. C'est interminable pour l'équipe technique, pour les comédiens, Mais c'est beau, là. Ça dure 30 secondes à l'écran, mais ce qui a duré 30 secondes à l'écran a pu peut-être prendre 5 heures à faire. 5 heures à moins 30, c'est longtemps, là. Fait qu'il faut, je pense, se souvenir de qui on est, de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait, puis où on le fait aussi. Puis on le fait ici dans un contexte particulier, puis on le fait très bien. Puis si on s'appuie sur nos forces puis nos talents, on va faire de la très, très bonne télé. On en fait déjà de la très, très bonne télé. Puis notre télé est reconnue, tu sais. Elle fonctionne très, très bien ici. Elle fonctionne un peu à l'international. Elle fonctionne bien dans des récupérations, souvent, tu sais. Ils n'achètent pas nos shows directs, ils les refont. Ça, c'est bien correct, je comprends. Là, il y a une question de je ne sais pas si notre télé est très, très, très exportable. Puis ça, c'est pas bien grave, je m'en fous un peu. Mais il faut être capable de se concentrer sur ce qu'on fait bien. Puis on le fait bien. On est quand même chanceux. On est extrêmement privilégiés. Moi, souvent, je le rappelle aux gens qui sont autour, quand on est en tournage, on fait le plus beau métier du monde. Là, quel autre métier reçoit des collations toutes les 2 heures? Tout tourne autour des collations. Quel métier a du craft qui fait comme « Ah, tu fais? » Puis qu'on prend 10 livres à chaque fois qu'on tourne. Moi, j'ai une question. Ah, excuse-moi. Non, vas-y. OK, d'accord. Tu as parlé d'international. Ouais. Est-ce que
toutes les émissions qui se font à l'international avec toutes les plateformes qui existent t'ont fait changer ta manière de réaliser? C'est drôle. C'est paradoxal. On a à la fois accès à une grande diversité d'œuvres, mais en même temps, c'est ça le paradoxe de la mondialisation, les œuvres finissent par un peu s'uniformiser. Mhm. Fait qu'on est moins... C'est moins différent que... Tu sais, je me souviens, à la belle époque du FFM, mon Dieu que ça fait longtemps. Oh, Ce qui était intéressant avec le FFM, le Festival des films du monde, vous vous souvenez de ce festival qui s'est Oui. terminé dans la disgrâce. Ah oui. Mais Mm. ce festival-là, ça a été un grand festival pendant quelques années, mais moi, je me souviens, quand j'ai commencé à y aller, c'était déjà plus un très bon festival. Fait que, il n'y avait pas beaucoup de très bons films ou de très grands films qui allaient là. On avait comme un peu les films, les 12e puis les 13e meilleurs films de tous les pays du monde. Fait qu'on recevait beaucoup de crap, mais c'était intéressant de voir la crap d'ailleurs parce qu'elle était très différente. C'était vraiment shooté de façon très différente. Mais là, aujourd'hui, si nous, on a accès au monde, le monde a accès au monde aussi. Oui. Fait que tu regardes les shows... Et tu sais, sud-coréens qui sont bien à la mode en ce moment, ou je sais pas, show, tu sais, pour ma série d'horreur, on s'inspire beaucoup de Talk to Me, qui est un film La série australien d'horreur qui est... qui s'appelle Les Maudits. Ça a été annoncé, fait que je peux en parler. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça qui s'en va tourner à Québec, en fait. Oui, c'est ça exactement. Adaptation des romans de Edith Kabouya, que je vais co-réaliser avec Évangeline Kabouya d'ailleurs. Et c'est ça, une série qui va être tournée à Québec au printemps. Et donc, j'allais dire, on s'inspire beaucoup d'un film. Il y a un film indie d'horreur. Parce que moi, je viens du film d'horreur. C'est les films d'horreur qui ont fait mon éducation cinématographique. Ah! J'adorais le cinéma d'horreur. En fait, c'est pas vrai. Je recommence. Quand j'étais petit, j'avais tellement peur des films d'horreur. J'étais pas capable de rentrer dans la section des films d'horreur au club vidéo sans faire de cauchemar. Puis à un moment donné, à l'adolescence, ça a complètement viré de bord. Puis là, je me suis fait des amis un petit peu nerds au secondaire. Puis nos samedis soirs consistaient à... On allait au club vidéo, on prenait les 4 films, attention, 4 films qu'on trouvait qui avaient l'air les plus poches, les plus niaiseux, les plus ringards et tout. On les louait, puis on les regardait au complet. Fait qu'on commençait genre à 8 h, on finissait ça à 4 h du matin. J'ai pas beaucoup frenché au secondaire, OK? Mais tu t'es Mais vraiment Je me suis accompli repris dans l'horreur. après. Mais j'ai vraiment découvert beaucoup de films d'horreur. J'ai découvert, tu sais, des films d'horreur italiens des années 70 qui sont complètement baroques. Le premier Suspiria, c'était malade. Les Mario Bava, c'est extraordinaire. Puis un jour, je suis tombé sur un film d'horreur qui s'appelle The Shining. Ça vous dit quelque Oui, chose? ben J'ai oui. fait, Plus ça. oh boy, OK, wow, on peut faire du grand cinéma avec ça. Puis mon éducation est née dans les films d'horreur. Après, je ne suis plus resté nécessairement un grand fan de cinéma d'horreur. J'aime encore ça à l'occasion. Là, je suis content d'en faire, enfin. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'une de nos références, c'est Talk to Me, qui est un film australien. Mais ce film-là, c'est comme un film indie qui aurait pu être tourné, je veux dire, aux États-Unis aussi ou en Grande-Bretagne, où tout finit par se ressembler un petit peu quand même, parce que nos références sont mondiales. La question qui tue dans notre époque. Le AI dans notre domaine, comment que... Mais comment toi, tu sais, en tant que réel, parce que je pense qu'il y a des domaines qui vont peut-être se Tu parles faire de plus- l'intelligence artificielle. Ah oui, AI, intelligence artificielle, effectivement, excusez-moi. Yeah. Mon acronyme n'était pas précise, mais pourtant inconnu. Il faut Anyway, connaître mais ça. tu sais, pour dire, tu sais, je pense qu'il y a effectivement des métiers, des corps de métiers qui sont peut-être, qui vont être plus touchés. Toi, en tant que réalisateur, comment tu te sens par rapport à... J'ai un ami éditeur qui a recours à l'intelligence artificielle, par exemple, pour faire certaines couvertures de ses romans de jeunesse. OK? Puis, il me dit, je le sais, j'aimerais mieux payer des illustrateurs, mais à un moment donné, j'ai une business à faire rouler, j'ai des employés à faire rouler, j'ai un bureau à payer, puis si ça me coûte le quart du prix pour arriver à un résultat qui est approximativement le même, puis j'ai moins de back and forth à faire, puis ça peut aller plus vite, c'est difficile de ne pas se laisser tenter. Puis il me dit souvent, tu sais, au début des années 1900, les allumeurs de réverbères se battaient pour garder leur job. Il n'y a plus personne qui parle des allumeurs de réverbères aujourd'hui. Oh, C'est plate, mais c'est ça. J'ai comme été émue. Fait qu'on ne peut pas aller contre notre époque, Ouais. hélas. J'ai l'impression, pour ma job à moi, directement, je pense pas que je suis en danger ou que notre job, en tout cas, des gens qui font ce que moi je fais, on est en danger pour les 5, 6, 7 prochaines années, 10 ans peut-être. On verra, puis après, on peut être surpris, hein, parce que ça va tellement vite, ouais, c'est bien ça. sûr. Je pense qu'il y a certaines... il
il y a certains métiers qui sont appelés, hélas, à peut-être pas disparaître entièrement, mais certainement perdre une part de marché. Si on pense à la musique, par exemple, tout ce qui est musique d'ascenseur, entre guillemets, là, musique de toile de fond, pourquoi engager un musicien pour faire ça alors qu'un AI va te le faire en 10 secondes pour des peanuts, quand c'est juste, tu sais, la musique qui joue dans un diner à quelque part, hey, c'est plate, mais c'est ça. Ou, tu sais, je pense à souvent des tu sais, nous, quand on a des personnages, là, mettons des suspects là, dans un show de police, là, tu sais, puis là, tu vois des photos de suspects, là, tu sais. Ben, ces photos-là, c'est des acteurs, puis il faut les payer. C'est des rôles. Mais là, tu pourrais faire juste des faces qui n'existent pas, qui appartiennent à personne. Puis là, ça me coûte rien, ou tu sais, des pinottes à faire. Après, il y a toute la question de, oui, mais ces faces-là sont faites à partir de qui? Tu sais, ça, c'est une grande question éthique, mettons. C'est sûr que tout ce qui est des voix off, par exemple, la voix de l'infirmière qui dit Docteur Belzile est demandé au poste opératoire, tout ça, là, ben, pourquoi engager un rôle pour faire ça? Si je peux prendre cet argent-là puis le mettre ailleurs dans quelque chose d'autre dans la prod, c'est dur de dire non. Ouais. Mettons, là, on parle les AI, mais si justement, parce que il y en a des. Ça pousse les nouveaux réalisateurs là, de demain, mettons, justement, comme toi. Là, Moi, réalisateur de demain. Mais ce serait quoi, mettons, je te dirais, mettons, comme un génie. Là. On ferait la bouteille, ce serait quoi 3 conseils que tu donnerais à des réalisateurs qui, aujourd'hui, sont rendus avec une facilité d'accès à ces plateformes-là? Peut-être au niveau de la curiosité, peut-être? Hey, c'est une maudite bonne question. Puis c'est drôle parce que récemment, j'ai justement mon ami Edsa qui est prof à l'UQAM maintenant, entre autres choses, en plus de ses 56 métiers et autres. Donc, cofondatrice de Kino, Edsa Paventi. Et elle enseigne à l'UQAM. Puis elle me dit, j'ai des étudiants qui font appel à l'AI pour brainstormer des idées de scénarios. Mm-hmm. Puis je fais, wow. OK. Puis sûrement que ça leur donne des bonnes idées, peut-être. Mais il me semble que la satisfaction de trouver une bonne idée puis de faire comme hey, ça c'est un bon flash, là. Ou tu sais, tout seul ou à 2 ou à 3. Il me semble qu'on vient de tuer ça en faisant ça. C'est comme ben, c'est un robot qui a digéré l'ensemble de la production de l'humanité, qui te donne des idées qui sont du recyclage d'une certaine façon, puis que tu peux trouver super bonne. All right. Mais tu sais, écrire une histoire, là, c'est un algorithme anyway. Là. On le sait. C'est juste que c'est un algorithme qu'on calcule à la main. Là, maintenant, il y a des ordinateurs qui calculent l'algorithme beaucoup plus vite. Mais si vous lisez des manuels de scénarisation, je veux dire, 99% des scénarios sont écrits sur un schéma qui est le même depuis l'épopée de Gilgamesh qu'on racontait au 4e siècle, au 4e millénaire avant Jésus-Christ. On rappelle Gilgamesh. On salue Gilgamesh au passage et tous les Assyriens dans la salle. Mais c'est un algorithme. Fait que là, on a juste des algorithmes qui nous permettent d'aller plus vite. Mais je pense que la satisfaction de découvrir quelque chose, d'avoir l'impression d'avoir une bonne idée, alors qu'il y a peut-être plein de monde qui ont la même idée que toi en même temps, c'est des bonnes chances, parce que les idées sont dans l'air. Mais moi, ça me déprime. J'ai pas envie de ça. Puis c'est drôle, récemment, j'ai écrit un texte pour une autre affaire, là, puis il y a quelqu'un qui l'a lu puis qui a fait « Hey, c'est quand même bien écrit. T'as-tu demandé à l'AI d'écrire ça? » Non, j'ai fait, c'est ça. Non, hey, c'est moi. Puis je me suis pas senti du tout diminué de ça. J'ai fait « Non, au contraire. » Je suis comme « Ah, tu me trouves aussi bon que l'AI. » Je suis fier. C'est un compliment, tu fais comme donc, c'est brillant. C'est brillant. Parce que c'est toi contre le monde, là, en fait. Ouais, d'une certaine façon. Ça, Christian Laurence contre le monde. J'ai pas donné mes conseils à ces jeunes cinéastes-là. Tu sais, j'ai enseigné à l'INIS une session, puis j'ai beaucoup aimé ça. Et moi, je suis plus inquiet pour eux parce que justement, ils vivent dans un... C'est plus dur de rester émerveillé, je pense. C'est surtout ça. Moi, j'avais ça, puis je pense que je le conserve. Ben, moi, je suis encore émerveillé. Je dois l'avouer. Je suis chanceux. Les attentes. Mais pas vrai. Les attentes sont basses. Toutes m'émerveillent. Ça m'émerveille. Bon. Je me dis, hey, il y a du monde qui m'appelle pour que je jase de mon métier. C'est merveilleux, tout ça. Je ne deviendrai jamais... amer ou aigri, non, ça se peut pas, tu sais. Je suis immunisé contre ça. Et en plus, tantôt, on a des petites collations, si tu veux. Là, parce que yes! Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pas tant l'intelligence artificielle que la
présence de contenu. Le contenu qui passe là, à une vitesse folle. Ouais. Moi, c'est rendu que, tu sais, oui, je voudrais pas que mes patrons m'entendent, ou en tout cas les gens pour qui je travaille m'entendent quand je dis ça, mais pour moi, le résultat final, bien sûr qu'il est important, puis je vais être fier de ce que j'ai fait, mais je sais que ce que je vais faire, en 2 secondes, il va être remplacé par quelque chose d'autre. Là. Ouais. Stéphane, il appelait ça le syndrome de la cassette. Pourquoi rajouter une cassette? Ça dit notre âge déjà, cassette. Tu sais. Pourquoi rajouter une cassette sur la pile de cassettes qui est déjà assez haute puis qu'on n'aura même pas le temps de regarder au complet? Fait que, on produit quelque chose, puis en 2 secondes, c'est remplacé par quelque chose d'autre, qui est remplacé par quelque chose d'autre. Je me demande même, de nos jours, si on est capable de faire un chef-d'œuvre. Je ne sais pas si... ça, c'est une grande conversation on pourrait faire un podcast au complet là-dessus, sur le concept du chef-d'œuvre. Je pense qu'on est dans une époque post-chef-d'œuvre. On ne peut plus faire de chef-d'œuvre aujourd'hui. On peut faire des œuvres intéressantes. On peut faire la des... peine un peu. Oui, mais en même temps, c'est pas faux. Ben non. On ne peut plus faire de chef-d'œuvre parce qu'il n'y a plus de rareté. Parce que ce qui vient avec le chef-d'œuvre, en tout cas si on parle du cinéma, par exemple, il y a une rareté de Apocalypse Now, là, si tu voulais le voir, il fallait que tu ailles au cinéma le voir, il fallait que tu attendes qu'il vienne dans ton cinéma. Oui. Mais là, à partir du moment où il y a eu des clubs vidéo puis qu'on pouvait avoir une accessibilité aux œuvres, bien, le concept de rareté est complètement disparu. Puis là, maintenant, on est choqué quand on n'est pas capable de trouver quelque chose sur une des plateformes. Ouais. C'est vrai, là. Fou, là. Puis là, on fait « Ah, je vais être obligé de le pirater, tu sais. » Puis on le fait, on le pirate, tu sais, plate, mais c'est ça, Ou tu tu te sais. désabonnes de une, tu te rabonnes à l'autre pendant un mois pour avoir gratuit. Mais fait que je suis plus inquiet pour mes jeunes collègues qui commencent à 30 ans. Je ne sais pas comment ils vont faire pour trouver leur plaisir dans une vitesse de, pas juste de production, mais de consommation du public. C'est très dur de rester, de durer. Il faut vraiment que tu te concentres sur le plaisir de faire ton métier. Je pense vraiment là, que le secret, il est là, c'est de dire, quelle que soit la façon dont ça va être consommé, la vitesse à laquelle ça va être digéré, il faut que j'aille du fun à le faire. Puis, tu le fais pas tout seul, tu le fais avec du monde qui, eux aussi, ont du fun. Moi, j'y crois vraiment dans la responsabilité sociale du chef d'équipe qu'on est, nous, comme réalisateurs puis comme producteurs, de rendre le monde heureux dans la production, puis je pense que ça va rendre le monde heureux à la télé quand ils vont le regarder ou au cinéma. Mais pour moi, c'est aussi important comment le spectateur va le recevoir que comment mon électro rentre chez eux le soir, puis il a eu l'impression qu'il a bien fait sa job, puis il a eu du fun. Ou mon deuxième rôle que j'ai pris en self-tape, il est venu, puis même s'il connaissait personne, il sort de là en faisant comme « Ah, ça a été cool votre plateau, ça a été une belle journée », puis il est content, il est fier de faire son métier. Pour moi, ça, c'est super important. Le bonheur au travail, encore une fois, on pourrait faire tout un podcast là-dessus, mais pour moi, c'est super important. Encore plus que, bien, pas encore plus, mais au moins autant que le résultat final, puis que l'émotion qui est créée par l'œuvre après, tu sais. On a de petits timers qui flashent. Oui, il flash depuis longtemps, d'ailleurs. Oui, mais c'est pas grave, on avait d'autres choses à dire. Mais ça veut dire que c'est terminé. Mais avant de finir, on offre toujours la possibilité à notre artiste invité de nous parler de quelque chose qu'il a envie de parler, que ce soit comme sur une note finale. Est-ce que tu as quelque chose à plugger? Est-ce que tu travailles sur un projet présentement du genre Les Maudits? Qu'est-ce que tu veux parler? Oui, tu sais, je peux parler des Maudits, je suis en train de tourner ça. Je ne suis pas tellement dans la plug, ça m'intéresse plus ou moins tout ça. J'ai vraiment juste... Non, mais sans blague... Ça va, c'est rough! Non, j'aime pas... pas tant, mais... Il s'émerveille sur des affaires, mais sur mon final, il dit que c'est de la merde. Non, mais ce que j'ai envie de dire, là, c'est... ayez du fun à faire votre métier, tout le monde, s'il vous plaît. Il y a 10 ans, j'ai fait... Même 12 maintenant, j'ai fait un trek au Népal. Et mon Dieu, ça a l'air bien hippie, mon affaire. Mais à un moment donné, il y avait des petits temples, puis des stupas là, auxquels il faut que tu tournes autour. En tout cas, c'est comme les bouddhistes. Puis, à un moment donné, on a demandé, il y a la fameuse prière Om Mani Padme Hum là, que les bouddhistes répètent à satiété non-stop. Puis on a demandé à notre guide népalais, qu'est-ce que ça veut dire Om Mani Padme Hum? Puis il a dit, all living creatures, please be happy. Puis là, j'ai fait, ça, c'est vraiment une bonne philosophie de vie. Please be happy. Fait que j'ai envie de vous dire, please be happy. Mais j'ai envie de vous dire, là, je parle à des acteurs, puis j'ai envie de vous dire, continuez à faire des castings, mais continuez à voir les castings comme une façon de faire votre travail, pas juste d'obtenir des rôles. Puis ça, on n'en a pas parlé tantôt, puis c'est super important pour moi. Puis même, je vais vous donner un exemple précis. Quand j'ai fait Manuel la vie sauvage,
on voyait une série d'acteurs afro-descendants pour le rôle que Rodley a eu finalement, Oui. le rôle de Laurent. Puis j'ai vu Eric Preach en casting. Oui. Puis je l'avais beaucoup aimé. C'était pas pantoute le personnage, pas en tout, mais je l'avais vraiment beaucoup aimé. Puis quand j'ai fait Haute Démolition, on avait un personnage d'humoriste. Puis j'ai fait ça, c'est Preach. Fait que la directrice de casting l'a appelé direct. Il a pas fait de self-tape, il n'a rien fait. J'ai même pas checké. Tu l'avais vu Pas de avant. Je l'avais vu avant. Ouais. Fait que moi, je dis souvent aux acteurs, quand vous venez en casting, vous venez pas juste pour ce rôle-là. Vous venez pour tous les autres rôles de toutes les autres séries puis les autres films que moi, je vais faire personnellement. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va cliquer puis ça va marcher. Puis on a une bonne mémoire. En tout cas, j'encourage mes amis réels à avoir une bonne mémoire puis à se souvenir de ça. Parce qu'on voit pour quelque chose, puis des fois, ça peut prendre là, 5 ans, 10 ans, mais je fais non, ça me reste dans la tête en arrière. Fait que c'est une façon de faire votre métier, de devenir meilleur. Puis il est le fun à faire notre métier. Non, on n'est pas payé pour faire des auditions, bien sûr, mais vous êtes payé en plaisir de jouer puis en plaisir de rentrer chez vous. puis Ben, de c'est faire comme- l'apprentissage aussi. C'est de l'apprentissage. Fait que à partir du moment où tu t'approches les auditions comme ça, je pense que tu deviens pas mal moins nerveux Oui. en le Ouais. faire. Puis moi, quand je pitch, c'est la même chose. Tu sais, j'ai pitché sur 2 séries cet automne. Il y en a une que j'ai eue, puis il y en a une que j'ai pas eue. Celle que j'ai pas eue, c'est pas grave. J'ai passé une semaine à réfléchir sur quelque chose. Pourquoi pas? C'est le fun de réfléchir, tu sais. Vraiment. Vous voulez pas les idées? Non, mais pour vrai. Qui prend le temps maintenant? Tu sais ça. Ils Ouais. vont passer à chat tout de suite. Puis ils vont... c'est sûr, là. Exact. Et on revient dans l'intelligence Non, artificielle. non, Ah! non, mais il y a une affaire, par contre, qui mentionnait qui est super pertinent. Tu sais, honnêtement, parce que, bon, on est au studio au foyer, puis j'envoie plein d'auditions. Ben oui, évidemment. Fait que... Puis ça, en audition, je l'ai tellement entendu plus d'une fois. Là. Puis, tu sais, souvent, on sort de l'audition, on l'a pas eu, puis on est déçus de nous. Ouais. Mais combien de fois j'ai entendu « Hey, elle est tellement bonne, il est tellement bon. » C'est pas ce Pas projet-là. pour ça. C'est pas celle-là, c'est mais peut-être pour d'autres Mais hey, choses. je pour veux un travailler autre, avec. hein. Ouais, Exactement, c'est ouais. exactement ça. Toujours. Fait que, oui, c'est ça. Je pense qu'il faut le travailler pour la suite Ouais. des choses. Puis, please be happy. Mais moi, je suis la génération Hakuna Matata, c'est pareil? C'est la même chose. C'est la même Ok, ok. chose. C'est la version sud-africaine. C'est la même chose. Mais c'est la même chose. Ouais, c'est un autre continent, mais c'est juste une autre façon de le Ah, dire. ben génial. On Mais c'est finit la même là-dessus? chose. Hey, on Hakuna va Matata? finir Hakuna Matata, please be happy. Hey, merci beaucoup. Christian Laurence, Christian. merci. Ça fait vraiment plaisir. infiniment. Merci à vous autres. Merci au studio, au foyer. Merci Martin. Merci, Antin. Merci Martin Perrault. Merci Hey. Martin d'avoir ri de mes jokes de coma et de. T'es vraiment un bon public. Merci PJ. Hey, merci beaucoup de m'avoir supporté dans ce baptême-là. Ça me fait plaisir, mon Merci, ami. Myriam. Et merci à vous et à la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye-bye. Plan Large, le podcast, était commandité par Plan Large, les ateliers de jeux devant la caméra.